remercier vivement d'être venu. Vous avez bravé un froid qui, en réalité, n'est pas si étonnant à cette période de l'année, mais avec le réchauffement climatique qui est aussi naturel de la COP27, tu pourras aussi nous dire quelque chose. Nous l'avons quand même un peu oublié. Mais avec ce froid sibérien, vous trouvez ici relativement nombreux. Le relativement, c'est parce que nous ne sommes pas maîtres du calendrier. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons 2 quarts de finale de Coupe du Monde de football. Nous souhaitons plein succès aussi bien pour l'équipe marocaine que pour l'équipe algérienne, pour l'équipe française. Quel lapsus! Ça, si ce n'était pas sur Internet en direct, on l'aurait écouté. Mais c'est pour l'équipe française. Et donc, nous avons souhaité faire, dans le cadre de l'université populaire de la Fondation, un lieu de débat, une agora, à la fois dans le cyberespace, mais aussi physique, pour qu'on n'élude jamais les questions. Il se trouve qu'avec Saïda Grabi, nous nous sommes déclarés ce matin notre amour réciproque, donc nous continuons, et surtout qu'elle dirige avec brio, qu'elle préside l'OING WASAT, qui est une sorte de position médiane entre les deux extrêmes, mais dont l'acronyme renvoie aussi bien à l'amitié, à la solidarité, à la tolérance. J'avais dans une petite pique de taquinerie, on ne taquine que ce qu'on aime, que Paul Claudel disait qu'il y a des maisons pour cela à propos de la tolérance, mais il vaut mieux être tolérant que d'être intolérant, et que c'est la phase qui précède l'exigence d'amour, de bonté, de générosité, de sollicitude, de prise en compte de l'intérêt d'autrui, de respect, de reconnaissance. Voilà ce qui nous guide en réalité. Et donc l'idée a germé, puisque l'Assemblée générale statutaire de WASAT a eu lieu ce matin. Elle coïncide avec le 10 décembre. Le 10 décembre est la journée internationale des droits humains, des droits de la personne humaine, comme disent les Canadiens, qui trouvent toujours les bonnes formulations. Et nous nous sommes dit, il y a une problématique. Je ne peux pas m'égosiller qu'on n'élude pas les questions épineuses, qu'on ne doit pas mettre la poussière sous le tapis, alors qu'avec la question islamique et les droits de l'homme, il y a un débat, il y a des problématiques. Nous en parlerons tranquillement, sereinement, et avec la confrontation des idées, avec la circulation de la parole. Donc ça, c'est un enjeu premier. Et c'est le rôle de notre fondation, de nos organisations, à un moment où les tensions sont exacerbées. À un moment où, lorsqu'on dit qu'il faut de la froideur d'esprit, de la distanciation, on nous dit que c'est de la naïveté. Ou vous êtes en train de noyer le poisson. Eh bien, nous ne noyons pas de poisson. J'espère que nous ne sommes pas naïfs, sinon nous la revendiquons. Et de toute façon, nous ne lâcherons rien sur ces principes, sur les valeurs qui nous guident. Nous ne voulons pas de conflagration généralisée, nous ne voulons pas de belligérance, nous ne voulons pas de guerre. Ce que nous voulons, c'est que les hommes et les femmes puissent vivre en amitié civique, en frères et sœurs, j'entends bien. Et bien sûr, tout groupe humain peut générer des frictions, et ça se règle dans un cadre civilisé par le droit. Donc voilà, j'allais dire, les enjeux généraux. Deuxième idée, et puis je te redonne le micro chez elle, qui anime toujours nos rencontres, c'est très bon. Je n'ai ni d'érudition, ni quoi que ce soit, je suis qu'un facilitateur de la circulation de la parole et des idées. La deuxième idée, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une conférence ex cathedra, où il y a quelque chose qui descend comme ça, vous ne réagissez pas, vous réagissez par une ou deux idées, puis vous partez. Non, nous avons beaucoup de respect, d'amitié et de déférence pour vous et pour vos engagements, pour que vous veniez écouter une bonne parole et pour que vous partiez.
aujourd'hui et tout particulièrement, c'est une sorte de débat ouvert. Nous ne sommes pas assis à la tribune pour avoir raison, nous sommes assis ici simplement pour le canaliser, l'introduire et répondre éventuellement à vos questions, ou les réponses des questions peuvent aussi surgir de la salle. Et je salue nos amis qui sont nombreux sur Internet, nos internautes là, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, dont certains, me dit-on, sont de dernière génération. Eh bien, espérons que d'ici 16 heures, en tout cas, il y aura un grand nombre qui nous suivent, ou ceux qui ne sont pas dans la salle suivent les deux événements en même temps. Voilà, à propos des enjeux sont ceux-là. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est pas de faire une conférence magistrale, c'est que vous ayez aussi tout de suite la parole. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on a une demi-heure maximum d'échange sur les questions que je pourrais te poser, et ensuite qu'il y ait une conversation avec le public et les questions qui pourraient aussi venir des internautes. Ravel, sans tomber dans une forme d'essentialisme intellectuel, on évoque souvent le corpus théologique et on va dire ces frictions par rapport à l'universalisme des droits humains. Qu'en est-il aujourd'hui de la place théorique sur la réflexion des droits humains dans le corpus théologique? Je sais qu'on parle de propos insenia dans le vocable théologique islamique, et les débats qu'il y a par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous continuons à nous passer le même micro, mais nous n'avons pas le coronavirus aujourd'hui, en tout cas. Peut-être là aussi 3 ou 4 petites choses. Il y a un débat sur l'universalité de ces droits, de la personne humaine, les droits humains. Vous savez, le vocabulaire a beaucoup d'importance. Certains disent que lorsqu'on dit les droits humains, parce qu'on ne parle plus maintenant des droits de l'homme, l'affaire est réglée, ce sont les droits humains ou les droits de la personne humaine. Quand on dit droits humains, ça veut dire que ces droits-là sont humains, alors que ce sont plutôt des droits de l'humanité, ou les droits de la personne humaine. Après tout, nous entendons sur ce dont il s'agit, c'est qu'on a une approche philosophique, anthropologique, politique, au sens de science politique, voire théologique, de ce que c'est qu'un être humain, et cet être humain naît avec des droits inaliénables, qui lui sont consubstantiels, qui sont intrinsèques à sa condition d'être humain. Pour pouvoir y arriver, il a fallu du temps. C'est que il est caractéristique de la personne humaine de jouir de droits inaliénables et qu'aucune force au monde ne peut altérer. Et cette idée-là a pris du temps. Alors, on a des jeunes gens là, je salue Manaï ici, et donc je ne vais pas utiliser peut-être un vocabulaire au-delà de ce qu'il en faut. Cette idée-là, c'est, pour certains, est venue avec des philosophies, des traditions religieuses, et aussi dans la lente et longue évolution et maturation de l'humanité, nous sommes passés par, nous autres humains, par ce qu'on appelle l'âge axial. L'âge axial de l'axiologie, la discipline qui étudie les valeurs, les principes et les vertus. Et cet âge axial donne à la personne humaine donc des droits. Et pour la résumer, dans cette fameuse, si vous me pardonnez l'anglicisme, la fameuse Golden Rule, la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Pour que les choses soient claires. Alors certains la formulent d'une manière positive, et surtout dans certaines traditions religieuses, aime pour ton prochain ou ton lointain ce que tu aimes pour toi-même. Et d'autres se sont dit, bon, cette formulation n'est peut-être pas tout à fait appropriée. Si j'aime les fraises, si j'aime je sais trop quelle chose, je ne vais pas l'imposer quand même à mon semblable. En revanche, si je ne veux pas qu'on me ratatine dans mon être, qu'on m'aliène dans ma dignité, qu'on ne me torture pas, eh bien je ne ferai pas la même chose pour mon semblable, mon lointain et mon prochain, mon frère, l'homme qui est comme moi, mon alter ego. Donc c'est cette idée-là qui est omniprésente dans les traditions religieuses, qui est aussi, à partir à en croire que l'âge axial a pu
véritablement existé, pour certains, ce sont les pythagoriciens, c'est le monothéisme abrahamique, c'est Zoroastre, c'est Bouddha, c'est l'hindouisme. Tout ça, à un moment donné de l'histoire, était concomitant. Et on trouve cette idée-là. Deuxième point, je ne veux pas être long. Donc, on interroge la question de l'universalité des droits. Je puis vous assurer, mais là, il faut que je sois prudent, parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès en diffamation ou quoi que ce soit, c'est que René Cassin, quand il a présenté au Palais de Chaillot le 10 décembre 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme, il se trouve qu'il y avait un député SFIO, ou qui n'était plus député à ce moment-là. Certains disent que c'est peut-être même Jules Mock. Je ne suis pas sûr, c'est pour ça que je n'ai pas envie que ses descendants me disent que tu as diffamé Jules Mock. Mais ce serait lui, j'utilise le conditionnel, mais d'autres qui ont dit « Ah, c'est très bien ». Mais pas pour les coloniser, pas pour les indigènes dans les colonies. Ce qui est curieux, ça ne date que de 74 années, cette affaire-là, et donc ça sous-entend qu'on peut avoir des idées merveilleuses, formidables, mais elles nécessitent du temps et c'est toujours évolutif, et c'est toujours un point à l'horizon, et on y approche d'une manière asymptotique. Troisième point, voilà que les États membres de l'OCI, à l'époque c'était l'Organisation de la Conférence islamique, maintenant depuis 2011, juin 2011, elle s'appelle l'Organisation de la coopération islamique, se sont dit, oui mais nous avons pâti du colonialisme, de l'hégémonie de l'Occident, de la civilisation matérialiste, et nous sommes gardiens de la spiritualité, de l'équilibre des dimensions matérielles, intellectuelles, spirituelles de l'être humain. Ça ne figure pas véritablement dans la déclaration dite universelle des droits de l'homme, et nous autres croyants disons, et encore, nous sommes dépositaires d'une foi ou d'une révélation qui elle-même est l'aboutissement ou l'ultime, en tout cas, révélation, et nous suivons un prophète qui a scellé la prophétie, et tant que ça n'apparaît pas, nous affranchissons en quelque sorte de cette déclaration universelle des droits de l'homme, et nous lui opposons une autre déclaration dite islamique, ou la charte islamique des droits de l'homme, qui a été adoptée le 5 août 1990. Et il y a quelques articles dans lesquels ça suit par « dans les limites voulues par Dieu ». Nous pouvons d'ores et déjà poser la question « qui comprend les limites voulues par Dieu ?» qui a pénétré le désir politique ou théologique de Dieu, et encore un point qui est dans ce qui est prévu par la charia. Bon, on parlera aujourd'hui que le concept même, la notion, l'idée même de cette charia, qui est investie dans aussi le vocabulaire français, ne peut pas être ramenée qu'un seul mot. D'abord laquelle, sous quelle appréciation, selon quelle école, les débats n'ont jamais été figés, etc. Et je l'annonce, comme ça j'anticipe peut-être une de tes questions, ici si au moins cette charte islamique des droits de l'homme, conformément à la charia, a été respectée à la lettre dans cette charte. Ça n'est pas le cas non plus. Je le dis d'emblée, comme ça on ouvre le débat par la suite. C'est que vous avez, pour cette charia, à supposer qu'on puisse l'essentialiser en un seul mot, et on dit qu'elle n'est qu'une seule doctrine, 5 visées ou 5 finalités majeures, 5 finalités essentielles, primordiales. Préserver la vie, préserver, alors selon la liberté de conscience ou la liberté religieuse, préserver les biens matériels, la filiation, la dignité humaine. Bon, on peut parfois tergiverser sur un point ou un autre. Mais ces 5 visées fondamentales, ces 5 finalités,
je puis vous assurer qu'au regard de leur formulation, ceux qui sont classés, parce que chaque année il y a un classement, selon ces critères-là, bien c'est la Nouvelle-Zélande qui est en premier. Après c'est l'Australie. Après c'est la Suisse. Puis c'est l'Autriche. Puis ce sont les pays scandinaves. Et le premier pays dit musulman serait, parce que ça change par moment, la Malaisie. Et puis par la suite, on trouve bien en queue de peloton l'Arabie Saoudite, etc. C'est-à-dire que même pour la fameuse charte islamique des droits de l'homme, il n'y a pas respect. Et l'objet du débat aujourd'hui, est-ce que la tradition religieuse islamique et son corpus qui est mis en cause, et si c'est le cas, il faut en parler, bien entendu, nous jouissons d'un ciel beaucoup plus clément au-dessus de notre tête ici pour ne pas être complices par le silence, ou qu'ailleurs, d'ailleurs qu'à Téhéran, ou au Caire, ou à Sharm el-Sheikh, tu as passé un bon moment toi, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse débattre de ces questions-là au Caire, ou à Alger, ou à Tunis, on commence aussi à débattre, ou à Tripoli, ou que sais-je encore. Donc, cette notion de débattre, nous la voulons. Le reste, faut-il passer d'une épistémée médiévale éculée, et ça on commence à l'entendre, et malheureusement c'était prégnant, qui consacre une triple inégalité ou une triple dichotomie inégalitaire, la prééminence de l'homme sur la femme, la prééminence du croyant sur le mécréant et la prééminence de l'homme libre sur l'homme de basse extraction. Bon, ça doit être totalement dépassé, et nous parlons de citoyenneté, nous parlons de la dignité humaine, par-delà le genre, par-delà l'option métaphysique, par-delà les croyances ou pas, ou la possibilité de changer de croyance, par-delà le choix confessionnel des uns et des autres, et surtout, ce qui me paraît fondamental, et je salue la présence de nos amis Baha'i ici, le fait d'être persécuté à cause de cette appartenance confessionnelle. Et ceci est inacceptable. Et nous ne l'accepterons pas, et nous nous égosillerons toujours à le dire, et nous continuerons à le faire savoir. Merci Ralef. Tu as évoqué la question de la sclérose de la théologie islamique, et il y a un corollaire. Et ce corollaire, il est très complexe, c'est que les États arabo-musulmans s'approprient en fait cette question scolastique pour figer en fait l'état des droits des sociétés musulmanes. Et je prends un exemple que je connais un peu, c'est l'exemple tunisien. L'exemple tunisien montre que depuis le bourguibisme, il y a un code du statut personnel, et du code du statut personnel jusqu'à l'adoption de la constitution tunisienne, c'est peut-être le seul pays État arabo-musulman à avoir prôné le principe de liberté de conscience. Ce qui veut dire aujourd'hui, c'est qu'en Tunisie, on peut être athée et le revendiquer, ce qui est une révolution en soi. Parce qu'il y a très peu de pays de tradition musulmane qui peuvent revendiquer cet héritage. Et il me semble qu'on a très peu évoqué les conséquences, en fait, de l'adoption de la constitution tunisienne et des débats qu'il y a eu à l'intérieur du débat national tunisien, et notamment dans les sociétés européennes. Je pense qu'il y a très peu de gens qui se sont vraiment préoccupés des débats intellectuels qui ont guidé l'adoption de cette constitution. Et pourquoi cette constitution elle est aussi importante ? Parce que le parti islamiste Nahda a aussi avalisé les conclusions de cette constitution. Donc, ce serait le seul parti islamo-conservateur à avoir avalisé une des constitutions les plus libérales du monde musulman actuel. Voilà. Et je trouve, Raleigh, par exemple, quand je prends les travaux de Yann Benachour, et que je conseille au public, la deuxième Fatiha, l'islam et la pensée des droits de l'homme, il met l'accent sur le nœud gordien. Il dit que pour répondre à l'appel universel des droits de l'homme, il faut que nous arrivions à aborder la problématique relative à la liberté de conscience. Je vous promets qu'après vous aurez la parole. On ne peut pas venir vous dire aujourd'hui c'est pas une conférence et qu'on va uniquement nous s'échanger le micro ici.
Bien sûr, tu réagiras autant que tu voudras, ma chère Saïda. Et tu représentes dignement l'élément féminin à cette tribune. Et donc, j'étais en train de... je voulais dire, la difficulté réelle est au niveau de ces États qui ne sont pas démocratiques. Déjà que la question des droits humains ou des droits de la personne humaine se pose véritablement dans les différentes démocraties, même si de nos jours il y a des velléités, des tentations de totalitarisme, y compris en Europe, alors que dans les contextes dits islamiques, alors pourquoi on dit contexte islamique, on ne dit pas l'islam, parce qu'on ne veut pas essentialiser l'islam, il s'agit davantage de sociétés musulmanes, et il s'agit aussi d'États qui disent que dans leur constitution, l'islam est religion d'État. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer que cette notion d'islam, religion d'État, n'a pas de sens politique et n'a pas de sens même d'un point de vue constitutionnel. Pourquoi voudrait-on qu'un État qui est le cadre de l'exercice du pouvoir puisse avoir une confession ou une religion? La religion est celle des administrés, celle de la société, celle des citoyens, ce n'est pas celle de l'État en tant que tel. Et il faut savoir séparer l'État, notamment de la société civile. Et ça me paraît être de la plus haute importance. Donc la difficulté, c'est que nous avons des États qui n'ont pas encore atteint, dans leur fonctionnement, l'exercice démocratique voulu. Et même lorsque tu évoquais le cas de la Tunisie, malheureusement, que je sache, les citoyens, pas que tunisiens, ailleurs je peux élargir, ont pâti depuis le 5 août 1990. Quel est le nombre de prisonniers politiques ou de prisonniers pour leurs propres opinions, de prisonniers ou de personnes disparues ou de personnes bastonnées rien que et persécutées, rien que pour leurs propres opinions. Donc il y a un décalage entre la ratification de telle ou telle déclaration ou telle charte et le comportement hégémonique et dictatorial de ces régimes-là. Et bon, nous ne désespérons pas que la démocratie gagne, que cela passe aussi par le savoir, la connaissance, le fait que la sensibilisation de ces sociétés, une compréhension aussi de ce fameux corpus théologique. Que la théologie vienne conforter cela, c'est très bien. Mais si ça ne le conforte pas, est-ce une raison pour bafouer les droits humains? Non. Mais donc, c'est un travail à la fois intellectuel, théologique pour les théologiens et les hommes, les dignitaires religieux et les penseurs, et aussi un travail, encore une fois, de sciences politiques. Alors, pour corroborer tes propos, on voit que l'effectivité des droits humains est aussi compatible avec la construction de l'état de droit. Et ça, c'est une donnée qui est majeure. Voilà, ça, c'est une question que je voulais poser. Et j'en profite aussi pour parler du mouvement des femmes iraniennes, parce qu'on oublie de dire que l'Iran est à l'avant-garde de la modernité dans le monde arabo-musulman. Quand je dis la modernité, c'est les soubresauts politiques. Il y a eu une révolution constitutionnelle en 1905 en Iran, et il y a eu tout un mouvement constitutionnaliste dans le monde arabe. Il y a eu un mouvement nationaliste anti-occidental, anti-impérialiste en Iran, et il y a eu un mouvement nationaliste dans le monde arabe. Il y a eu un mouvement théologico-politique lié à la théocratie iranienne, et il y a eu un mouvement islamiste dans tout le monde arabo-musulman. Et il y a aujourd'hui un mouvement séculier, laïcisant dans la société iranienne, et je pense qu'il aura des conséquences sur la sécularisation dans le monde arabe. Et j'aurais bien aimé avoir ton sentiment. Donc j'avais une question sur démocratie, état de droit et droits de l'homme. Et comment vois-tu le mouvement des femmes iraniennes par rapport à la problématique des droits humains? Peut-être avant de répondre directement, il faudrait rendre hommage à leur courage, à leur volonté aussi de s'affranchir de l'asservissement et de ce qui est imposé par des hommes en robe, in fine.
Je leur rends hommage comme je rends hommage au combat des femmes afghanes pour l'éducation. Vous savez, dans les droits humains, ou les droits première génération, c'est le droit à la vie, le droit à la dignité, etc. Et vous avez des droits, comme on dit, de deuxième génération, que ce sont les droits à l'éducation. Et le droit à l'éducation est un droit fondamental. Et nous ne pouvons pas accepter comme ça que les filles afghanes, les femmes afghanes soient atteintes dans leur droit, dans ce droit fondamental à l'éducation. Alors, certains idiots utiles des talibans disent « Oui, on n'a jamais dit qu'elles ne doivent pas être éduquées, mais il faut qu'elles le soient chez elles. » Quelle idiotie! Et bien entendu, le fait d'imposer une manière d'être, et notamment à la moitié de la société en Iran, et qui est quelque chose qui n'est venu qu'avec la révolution dite de Khomeini, ce n'est pas acceptable. Et donc, ces agissements-là et ce combat, ces investissements en notre sympathie au sens étymologique du terme, nous considérons que c'est un pathos commun et synchrone, et notre solidarité, notre amitié, ce que nous essayons de faire, nous le ferons, et notre débat aujourd'hui y contribue. Alors maintenant, la question de l'état de droit. D'aucuns, y compris en France, nous disent « Ouh là là, on ne parle plus d'état de droit, l'état de droit c'est la fragilité, vous voyez, on est au bord de la guerre civile et c'est à cause de l'état de droit, c'est à cause de l'état de droit qu'on n'arrive pas à expulser les Imam Hussein, c'est à cause de l'état de droit que certains jouissent de je ne sais trop quel droit. » Eh bien nous leur répondons toujours que si nous devions placer le curseur du côté du droit ou de l'état du droit ou du côté de la liberté ou s'il devait être placé dans je ne sais trop quel pouvoir autocratique, il sera toujours du côté de l'état de droit, forcément et nécessairement. Je déplore qu'en France, l'on soit, au lieu d'être dans une vision d'une république dans sa vision philosophique, politique, qu'elle soit rabougrie à une république ethnicisée, ramenée à une je ne sais trop quelle identité nationale, corrélée avec l'immigration, etc. Et c'est ça qui nous a ramené au débat hallucinant ou à l'entretien entre un romancier et un philosophe paru dans la revue Le Front Populaire. Bon, donc, il faut consolider l'état de droit, bien entendu. Tu veux dire quelque chose, Seïda? Très bien. Je veux bien. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier. Ensuite, je voudrais vous dire que moi, je me fâche tout le temps quand on parle d'islamisme. L'islam est une religion. Et tout ce qui est isme est mauvais. Sexisme, racisme, analphabétisme, tout ce qui est isme est mauvais. Nous parlons de l'islam. L'islam est une religion monothéiste, comme les autres religions. Pourquoi toutes les fois qu'il y a un problème, tout de suite on saute sur l'islam? L'islam n'est pas terroriste. Donc moi, c'est ce point qui m'énerve dans toutes les conférences internationales, quand on parle, on lie le isme, le fanatisme, l'intégrisme, l'extrémisme et tout ça à l'islam. Toutes les religions ont leur bon et leur mauvais. Donc, il faudrait qu'on change un petit peu cette mentalité. Un. Deuxièmement, l'islam a donné à la femme sa place, que les musulmans essaient de changer sur pas mal de thèmes, la polygamie, l'excision féminine, elle n'existe pas à l'islam. Pourtant, elle existe dans des pays musulmans. L'excision féminine, c'est très grave. C'est la violence faite aux femmes. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est la clôture des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Savez-vous qu'ici, en France, parce que je ne vais pas citer les autres pays, il y a 94 000 de violences conjugales. Il y a presque 200 féminicides. Et je ne vous en parle pas. Partout dans le monde,
Il y a des violences faites aux femmes, des violences sexuelles. Et l'islam, il épargne la femme. La femme, on dit la polygamie. Il faut bien lire le Coran. Nul ne peut être égalitaire. Tout le monde oublie cette phrase. Quand il dit, pour être un bon musulman, il faut épouser 4. Pourquoi pas 20 et 30? Mais vous ne serez pas capable de gérer plus qu'une. On a eu l'expérience. Donc moi, je me dis que toutes les religions, je respecte toutes les religions. Il faut être tolérant. Il faut s'accepter pour mieux vivre ensemble. Il faut être tolérant. Quelle que soit ta race, ta couleur, ton sexe, ta religion, ta langue, ta culture, on est des humains. Quand on est ici, autour de la table, on regarde vers un même objectif. Les droits humains, la liberté, le respect. Je vous remercie. Alors, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je vais sans doute poser une dernière question à Raleb avant de vous la donner à vous, quand même, parce que c'est quand même l'objectif. Alors, Raleb, Saïda a évoqué la question des femmes. Et évidemment, lorsqu'on parle de l'universalité des droits humains, on pense particulièrement à l'égalité entre les sexes. Et cette égalité entre les sexes, on le voit qu'elle est battue en brèche dans le droit des sociétés musulmanes. Je pense, Raleb, à un sujet qui est très compliqué, qui est l'égalité successorale. Parce que l'égalité successorale, elle montre, entre guillemets, l'instrumentalisation de la question de la charia pour montrer en fait que les hommes ont une part supérieure à la question des femmes. Et ensuite, Raleb, à la place aussi des femmes dans les sociétés musulmanes. Et on voit aujourd'hui, notamment au Maghreb et en Afrique noire notamment, que de plus en plus de femmes sont élues. On a des maires, premières magistrates de la ville. Donc en même temps, il y a un contraste entre leur visibilité qui est de plus en plus forte dans l'espace public arabo-musulman et une distorsion avec la réalité du droit dans ces sociétés. Je voulais juste dire à notre cher frère, on ne dit plus l'Afrique noire. On parle de continent, on ne parle pas de race. Quand vous rentrez aux Nations Unies, on dit oubliez vos races, vos couleurs, vos trucs, vos religions, etc. On est des humains. On est des continentaux, on vient de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe. Il n'y a pas d'Afrique noire. Il n'y a pas d'Asie jaune. Il n'y a pas d'Europe blanche. Donc, appelons les choses par leur nom. Merci. C'est très bien, comme ça tu as appris aujourd'hui de ne plus jamais dire Afrique noire, tu dis simplement Afrique ou Afrique subsaharienne. Je vais dire Afrique subsaharienne. C'est très bien, nous avons compris. Voilà. Et donc tu vois que ta présence ici n'est pas inutile, au contraire. Bien. Les questions soulevées, c'est pas pour les éluder, je dis qu'elles nécessitent du temps. Ça sous-entend qu'il y a un idéal qui serait l'idéal islamique voulu par le pourvoyeur des biens, Dieu dans sa révélation, et que ce sont les hommes qui, par petitesse, par égoïsme, par désir incessant, toujours insatisfait, par égoïsme, qui agissent comme ça, et comme le contexte à l'époque était un contexte patriarcal et tout, bon, on a brimé la femme. À mon avis, il faudrait peut-être revoir les choses autrement, d'une part. Deuxièmement, c'est vrai que ce qui se passe dans les contextes islamiques, dans les sociétés musulmanes, il y a ce que, depuis quelque temps, on appelle cela un effet ciseau. Il y a une sorte de réislamisation de la société, en même temps que celle-ci connaît une sécularisation réelle. Et après, on verra comment ça va être. Je ne dis pas que la sécularisation est nécessairement bonne, je dis simplement que voilà ce à quoi nous assistons. Troisième point, ça sous-entend aussi que les versets coraniques dits principiels, législatifs, normatifs, etc., qui ne sont pas nombreux, sont au mieux de l'ordre de 200, sur 6236 versets coraniques. Et sur les 200, vous en avez ceux qui sont explicites, qui seraient que de l'ordre de 60. Donc on fait une focalisation sur 60 versets, ou sur 200 aller au plus large, et on oublie le reste.
qui sont des versets de portée éthique, de portée d'une certaine vision du monde, etc. Donc, tiens, c'est curieux, on fait cette focalisation-là parce que ça arrange aussi. L'exemple de la dévolution successorale, allez, pour faire simple, de l'héritage, j'ai eu le cas de certaines familles et de certaines femmes qui me disent ben, tu te rends compte, mon frère ou nos oncles n'ont jamais été croyants de leur vie ou hommes de religion, mais au moment de la mort de mon père ou de ma mère, ils veulent appliquer la charia pour avoir deux parts, et nous autres femmes n'allons avoir qu'une seule. C'est de l'hypocrisie, et c'est inique, et c'est scandaleux même. Alors, si on parle comme ça, nous aurons les salafistes, mais vous ne savez pas mieux que Dieu. Et l'islam a donné des droits extraordinaires et inaliénables pour la femme. Et bon. Donc c'est un débat que nous connaissons, qui est oiseux, et on ne reconnaît l'arbre qu'à ses fruits. D'accord, appliquons-le. Y a-t-il une équité ou pas? Si c'est inique, on le mettra de côté. Parce que, avant tout, à supposer qu'on reste dans la logique de Dieu qui parle aux hommes, eh bien Dieu est le premier à être juste. Donc c'est une question à la fois d'équité et de justice. Et puis, nous avons évolué, il n'y a pas mieux que le droit positif pour régler ces questions de dévolution successorale, etc. Saïda, notre chère présidente, a parlé de l'excision. C'est une mutilation grave et une atteinte à l'intégrité physique d'un être humain. Et donc on ne l'acceptera pas et personne ne doit l'accepter et ceci doit tomber sur le coup de la loi. Et donc il faut légiférer dans ce sens-là. Voilà ce que nous disons. Et je n'ai même pas pensé qu'en 2022, on continue encore à pérorer sur des questions de cet ordre. Alors, mes chers amis, je vous ai promis que la parole était à vous, donc c'est le cas. Et alors, Adam, oui, après je vous passe la parole, madame. Et puis il y a aussi Amdam, donc voilà, on va commencer par là. Alors, Adam. Merci, Adam. Merci, j'ai organisé cette conférence extrêmement intéressante sur le thème de l'islam et des droits de l'homme. Donc je me présente, Adam Marie Semper, professeur agrégé de l'éducation nationale. Il se trouve que dans le cadre de mes recherches, j'ai eu l'occasion de me pencher sur la thématique des droits de l'homme, en particulier, mais aussi de manière spécifique sur la relation des droits de l'homme avec différents, disons, contextes, principes ou orientations religieuses monothéistes au sens large du terme, cela concerne le christianisme et l'islam. Et je pense que là, ce que vous avez évoqué justement dans la dernière partie de votre discours, c'est très important. Avant d'aborder, je pense, le critère religieux en tant que tel, il serait peut-être nécessaire d'aborder la thématique des droits de l'homme en soi. On a évoqué l'équité, on a évoqué le droit positif. En effet, je pense qu'il faut faire vraiment la part des choses. Au début, on a parlé d'une universalité. Quand on pense aux droits de l'homme, on pense surtout à quelque chose qui toucherait toute l'humanité, tous les droits humains, justement. Et on sort simplement de ce lexique qu'on avait l'habitude d'utiliser, droits de l'homme. Et en effet, la pensée qui parcourt les juristes de l'Antiquité, les juristes consultes romains jusqu'à nos jours, c'est que certains droits, peu importe la culture, la religion, l'extraction ethnique, le contexte social, etc., possèdent certains droits inaliénables, ce qu'on appelle le droit naturel en tant que tel. Et je suis un défenseur justement de ce principe, même si beaucoup aujourd'hui considèrent, et là c'est un deuxième élément, M. Ralanchek, que vous avez aussi souligne l'importance, et en effet il est aussi important du droit positif, lorsque ce n'est plus un droit qui nous est légué dès la naissance, un droit naturel, mais c'est un droit proactif tel qu'il a été formalisé par le biais de la loi, par le processus législatif. Et en effet, il est également nécessaire de mettre dans la loi des principes que l'on pense hérités de tout temps et qui nous semblent naturels, donc venant du droit naturel. Et en liant ces deux éléments, je pense qu'il faut toujours avoir en ligne de mire le principe de l'équité, que vous avez également souligné, c'est-à-dire au-delà des préceptes que l'on pense nous être transmis ou qui relèvent peut-être d'une certaine tradition, de quelque sorte qu'elle soit,
je pense qu'il est vraiment nécessaire, en effet, de toujours se demander, et je pense que c'est une peut-être des choses, des éléments assez intéressants que nous ont légués en partie des jurisconsultes romains de l'Antiquité, à l'époque où l'Empire était encore païen, donc même pas encore, ne relevant même pas encore d'une religion monothéiste. Dis-moi les faits, je te dis le droit. C'est-à-dire par rapport à toutes les situations qui s'imposent, toujours réfléchir pour les tenir, qu'est-ce qui nous semble dans l'accord en notre âme et conscience, et d'après bien sûr la tradition qui nous porte le plus, qu'est-ce qui nous semble le plus juste, qu'est-ce qui nous semble équitable. Et je pense qu'avant peut-être de tout de suite figer des principes et de batailler sur peut-être des mots ou sur un ordre d'idée générale, il faut toujours se poser en ligne de mire qu'est-ce qui est le plus juste, qu'est-ce qui est le plus équitable pour nous tous. Et à partir du moment où on aura peut-être formulé cette idée principale d'équité, on pourra aller après plus loin et le traduire sous forme de loi, sous un corpus législatif. Et donc ça demande quoi? Ça demande une réflexion de long terme, ça demande un besoin de rassemblement et un besoin de consensus. Et je pense que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin de nos jours et qui va encore nous tenir en haleine dans le monde. Merci, madame. Alors, juste, n'hésitez pas à vous présenter lorsque vous prenez la parole. Ah oui, merci. Spécialiste des systèmes missionnaires internationales et alors, les femmes iraniennes ont le courage de se soulever et qu'est-ce qu'elles revendiquent? Souvent, les femmes vivent liberté. Alors, ici, on le point. Alors, un point qui est extrêmement important, et je pense que notre problème tient au fait que l'esprit du Coran n'est pas appliqué. Et si on se réfère au Coran, on voit que le Coran impose l'abolition de la peine de mort, parce que qui tue un homme tue l'humanité. Alors, pour un autre problème qui me paraît fondamental et qui faisait, et que je l'ai écrit dans tous les ouvrages, ce qui fait la supériorité de l'islam par rapport aux deux autres religions monothéistes, et justement la reconnaissance de l'égalité ontologique de l'homme et de la femme. Moi, c'est ce qui me plaît, en premier lieu, je l'avoue, dans l'islam, en tant que femme. Et moi, j'ai pensé que l'islam aurait pu conquérir, avoir une portée universelle à cause de cette clause de l'égalité ontologique entre l'homme et la femme. Alors, le problème des femmes, vie, liberté. Et quand on dit femme, ça veut dire égalité. Vie, ça veut dire ce que ça veut dire, pouvoir vivre correctement, mais d'abord droit à la vie, donc abolition de la peine de mort me paraît fondamentale. Et je vais dire un dernier mot et qui, pour moi, pose problème, c'est justement la séparation de la politique et de la religion. Si on est un vrai musulman et qu'on tient à la religion, la logique voudrait la séparation de la politique et de la religion. Parce que dès que vous touchez au pouvoir, et ceux qui se nommaient des bons et des justes, il ne leur manquait que le pouvoir pour devenir pharisien, c'est Nietzsche qui l'a dit, et qui est tout ce qu'on voit dans le monde prouve exactement la véracité de cette maxime. Je vous remercie. Merci à vous. Ralef, pour répondre à madame. Vous posez une première question qui est fondamentale, c'est l'esprit et la lettre dans le religieux. Et surtout en islam, il y a une grande réflexion entre l'esprit et la lettre. Vous posez aussi la question du message universaliste de la devise de ces femmes iraniennes, femme, vie, liberté, je veux dire, ça fait le tour du monde. Et il y a énormément d'interrogations aujourd'hui dans le monde musulman par rapport aux manifestations de ces femmes iraniennes, et je pense que ça aura beaucoup de conséquences dans les sociétés musulmanes, et relève la question du théologico-politique et de l'islam. C'est vrai que les questions Nino
sont denses, elles nécessitent vraiment beaucoup plus de temps pour développer une esquisse d'ébauche de réponse. La première, c'est l'égalité ontologique, notamment dans la révélation coranique. Oui, c'est vrai. Je suis le premier à le reconnaître et à trouver que c'est beau. Les passages coraniques abondent dans ce sens. Adorez votre Seigneur qui vous a créé d'une même âme unique et qui a instauré entre vous amour et miséricorde. Ça renvoie même à l'idée d'un androgyne originel. Il n'y a pas Adam et puis on a l'épouse qui est née de la côte flottante. Nous ne rigolons pas parce que c'est vrai que ça a été réintroduit dans la tradition religieuse islamique, mais d'un point de vue coranique lui-même, ceci n'existe pas. Et donc, à l'égalité ontologique d'ontos, l'être, il faut qu'il y ait l'égalité juridique. Parce que adorer votre Seigneur qui vous a créé d'une même âme unique, c'est très bien. Vous êtes une vêture pour elles et elles sont une vêture pour vous. D'autres disent un habit. C'est-à-dire qu'on a l'homme et la femme qui s'habillent mutuellement. Ce qui est poussé un artiste dire c'est un être à deux dos, finalement, un être humain. Il y a aussi, au niveau de cette égalité, la langue arabe le permet, le rend, le fait que les croyants et la fameuse écriture inclusive de maintenant, si j'ose dire, a été inventée bien avant avec les croyants et les croyantes, ceux qui se prosternent devant Dieu et celles qui se prosternent, celles qui se préservent et ceux qui se préservent. C'est systématique pour ne pas inclure dans un masculin pluriel ce qui relève de la dignité de la femme. Donc tout cela, on peut faire une exégèse, une herméneutique, comme on dit, de cette révélation et de ces écrits dans ce sens-là. Et à travers l'histoire, il y a eu des cas, des femmes qui, finalement, ayant compris leurs droits ainsi, ne se sont pas laissées abuser à quelque niveau que ce soit. La réalité des choses, c'est que nous en sommes loin, malheureusement. Donc ça, c'est un point. Pour les croyants et croyantes musulmans et musulmanes, ayant compris cela, ils peuvent le vivre et ça les réconforte. Ça ne les empêche pas, donc je reviens à la question de la séparation, de vivre dans un état où l'on sépare la politique d'avec la religion parce que c'est là où on vit bien sa spiritualité. On voit qu'elle n'est pas étatisée, manipulée, domestiquée, instrumentée ou instrumentalisée pour d'autres fins que spirituelles. Et à chaque fois qu'il y a collusion entre le politique et le religieux, ça travaille toujours et systématiquement le politique, jamais l'élévation spirituelle. Ce sont des manipulations éhontées. À travers l'histoire, et quelle que soit la religion d'ailleurs, par moments, les religieux aussi veulent avoir leur part, ça deviendra une dialectique. Maintenant, la question des hududullah, les limites, ou les statuts de Dieu. Disons-le clairement maintenant, les châtiments corporels, les peines capitales, le châtiment suprême, ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de la civilisation, du progrès, du respect même de la dignité humaine. Si cela doit continuer, nous avons affaire à des barbares et nous les dénonçons avec force. Et ce qui est curieux, c'est que certains régimes qui ont signé la fameuse charte islamique des droits de l'homme continuent à sévir de la sorte et nous disons non aussi clairement parce que ce n'est pas, encore une fois, l'idée que nous nous faisons de ce respect intrinsèque de la dignité humaine. J'ai eu l'occasion de dire récemment que, pardon d'utiliser ce terme, mais je l'expliquerai, nous devons avoir une prémisse axiologique. Qu'est-ce que c'est qu'une prémisse? C'est-à-dire, dans un syllogisme, quand on a la logique, on a les prémices, et puis une moyenne, et puis une majeure, et puis il y a une mineure. C'est-à-dire, tous les humains sont mortels, Socrate est mortel, donc
donc Socrate est humain ou inversement dans l'autre sens. Donc la prémisse que nous devons avoir, c'est que toute exégèse, toute herméneutique, tout commentaire, toute explication, toute interprétation qui ne va pas dans le sens de la liberté de conscience, de l'égalité ontologique et juridique, pas uniquement entre les hommes et les femmes, entre les êtres humains, par-delà leur appartenance confessionnelle, par-delà le genre, etc. Toute interprétation qui ne va pas dans le sens de la désacralisation de la violence, par exemple, toute interprétation qui ne va pas dans le sens de la promotion de la dignité humaine et qui l'utilise comme base de départ à partir de laquelle on construit cette vision du monde, eh bien, deviennent une interprétation, une exégèse, une herméneutique tout à fait à rejeter et tout à fait inacceptable. Il y avait, oui, non, mais Rachida aussi. Oui. Merci Rachida. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je te remercie de m'avoir invité, ça fait longtemps. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai fait du chemin. Et donc, je tiens à me présenter, je suis Caroline Rachida. C'est important que je dise ce que je fais, parce que souvent, on a des préjugés sur les femmes qui portent un foulard. Alors moi, je suis française à part entière. Je suis d'origine marocaine, mais je me considère française et je m'investis dans ma société pour mes enfants, pour leur avenir, parce que je ne conçois pas en faire de retour comme le pensaient nos parents avant au pays d'origine. Et ce qui est formidable, c'est que je suis née aux portes du Sahara. Je suis arrivée à l'âge de 5 ans. Donc du Sahara jusqu'à ici, je suis aujourd'hui... Je suis de formation physicienne quantique et je suis devenue présidente d'un grand syndicat qui représente les commerçants et les artisans d'Île-de-France par le marché. Je dirige aussi une association où on a eu l'occasion de travailler, où justement, au cœur de cette association, ce sont les femmes. On a créé la première plateforme de logement d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales. Elle est devenue aujourd'hui un dispositif pour les personnes précarisées. On fait de l'insertion professionnelle, sociale. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que je suis élue. Je suis devenue élue municipale et territoriale. C'est vraiment un miracle pour moi qui suis née aux portes du Sahara. Je suis dans un pays où, justement, grâce aux droits humains, je n'aime pas le mot. On doit faire évoluer les choses parce que l'être humain évolue et on doit faire évoluer les intitulés comme les noms de rue qui se féminisent maintenant, parce qu'il faut de la présence féminine. Et je vous remercie, Madame la Présidente, de dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est vraiment la place de la femme qui va faire la différence. Et il faut... Moi, je le vois parce que je siège dans des instances en tant qu'élue où je suis la seule femme parmi les élus hommes. Et je me dis, où sont les femmes? Où sommes-nous? Alors, je ne dirais pas que je suis féministe, non. Nous sommes la moitié de l'humanité. On nous a volé notre place. Et il suffit juste de la reprendre. Et la reprendre, c'est aller sur les terrains. Absolument. Sur des métiers où il n'y a que des hommes. Alors, je gagne ma vie dans le BTP. Et là, je peux vous dire encore que les femmes, en fait, on s'auto-censure. C'est nous qui nous forgeons des limites. Et aujourd'hui, moi-même, je vois le danger, parce que même en France, les droits de l'homme sont menacés. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, une fois, j'ai présidé un bureau de vote. J'y suis arrivée avec du thé, des gâteaux. Et donc, mon assesseur était un vieux monsieur qui portait un béret, et moi, je portais mon foulard. Rassurez-vous, moi, j'ai plongé la française. Donc, je vais en jean basket. Mon foulard n'est pas un voile parce que
En général, mon caractère, je ne cache rien, je n'ai rien à cacher. Mais c'est un accessoire, comme mes chaussures, comme mon sac, comme madame porte son chapeau. Voilà. Et bien, figurez-vous qu'en France, j'ai fait la une de BFM TV, on a parlé de moi au Parlement. On voulait faire voter une loi pour interdire aux femmes de porter un foulard. C'est pas passé parce qu'ils étaient mal. Avec tout ce que je fais sur le terrain, ils se sont dit, celle-là, on ne peut pas lui coller l'étiquette d'intégriste, de terroriste, et pourtant, dans ce bureau de vote, ce jour-là, je me suis fait agresser. On m'a insulté. Et en tant qu'élu, la France ne m'a pas défendu. La préfète et le maire m'appellent pour me dire permettez votre place avec l'assesseur. Et moi, je félicite les femmes en Iran qui retirent leur voile pour affirmer que c'est juste un accessoire, c'est pas leur foi. C'est pas ça qui fait qu'on a la foi. Et donc moi, ici en France, ce que j'ai ressenti ce jour-là, je me suis dit, merde, excuse-moi du terme, mais c'est les droits de l'homme qui m'ont permis d'être là. Et aujourd'hui, je ne suis pas défendue. On voulait que l'assesseur qui portait un béret, ça veut dire que l'homme a le droit de se couvrir la tête, mais moi, je n'ai pas le droit de me couvrir la tête. Donc il y a en France aussi une police du vestimentaire. J'ai trouvé ça une aberration. Et donc, du coup, je me suis dit, finalement, au Parlement, ils ont défendu ma place. Aujourd'hui, au territoire, dans la charte de gouvernance, la droite voulait imposer la laïcité, parce que Yves et moi, je n'ai pas eu à parler, mes compétences ont parlé, et les autres élus m'ont défendu, et cette charte de la laïcité, moi je l'ai vécue quand j'ai grandi comme un chant qui nous permet à toutes les communautés, à toutes les religions, de faire sortir le meilleur de nous et de faire taire ce qui nous oppose. Et aujourd'hui, Galem, tu as dit une chose importante. Ce qui est au cœur des choses, c'est la justice. Et aujourd'hui, ce qui permet cette justice, aujourd'hui, c'est les droits humains. Mais comme vous disiez, les religions, elles avaient cette fonction des droits de l'homme, entre guillemets, quand l'être humain s'est sédentarisé. Parce que j'aimerais bien qu'on parle d'une chose, c'est de l'intelligence collective. Aujourd'hui, on est dans une dynamique, dans un concept où on est dans une intelligence pyramidale. Et du coup, on a ramené les religions, les hommes surtout, parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, je n'ai pas peur de le dire, parce que aujourd'hui, on ne peut pas parler de monde musulman. Quand on colle à un État le mot islam, pour moi, c'est insulter l'islam. Parce qu'aujourd'hui, les États arabes, je dis bien les États arabes, pas les États musulmans, où il y a une chose de confession musulmane, aujourd'hui, ils connaissent leur propre Moyen-Âge. Tout simplement parce que l'ignorance est mère de toutes les injustices. Et comme le Coran dit, la connaissance est lumière. Et Jean, dans la Bible, dit, la lumière vous libérera. Et ce qui nous libère aujourd'hui, c'est l'accès à la connaissance. Et si aujourd'hui les femmes sont de plus en plus présentes et qu'elles avancent, c'est parce qu'on a accès à la connaissance. Et, excusez-moi messieurs, on est bien plus intelligentes. Vous allez au charbon, mais on met des ficelles. Parce que Zola disait, Émile Zola disait, quand l'homme arrivera à satisfaire à la fois sa fille, sa femme et sa mère, alors il aura atteint l'intelligence suprême. Voilà ce que je voulais dire et je suis très contente de partager ça avec vous. Alors, ma chère Achille, tu sais qu'on pourrait revenir sur chacun de tes propos parce que ça mériterait une grande conversation sur chacun
des thématiques que tu as abordées. Mais avant que Raleb réponde, on peut prendre aussi notre question. Peut-être que vous voulez parler. C'est Ida qui va répondre. Elle m'a tellement épaté que je dois répondre. C'est bien. Merci. Je voudrais parler de 3 anecdotes. Quand j'étais parlementaire, en 90, la présidente du Parlement européen a reçu 5 femmes parlementaires. Et elle nous a offert, c'était la crise du foulard, le problème du foulard incroyable. Elle nous a offert des foulards européens. Bon, il y avait le drapeau de l'Union européenne, et puis on devait passer à la conférence et chacun devait faire son speech. Je retire le foulard, je dis, Madame la présidente du Parlement nous a offert ce foulard. Si c'est le foulard intégriste, il n'a pas de place chez nous. Mais si c'est le foulard de l'amitié et de la solidarité, je le porte avec plaisir. Donc, il y a toujours cet amalgame, femme musulmane, foulard, etc. Deuxième anecdote, les préjugés contre les pays arabes, les pays musulmans, un amalgame terrible. Je reviens de Sharm el-Sheikh, comme a dit Dr Galeb. Tout le monde était contre Sharm el-Sheikh un certain temps. Oh non, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a pas, s'ils ne savent pas s'organiser, bon. Eh bien, j'en ai fait des COP. J'étais très fière d'être à Sharm el-Sheikh. L'organisation était exceptionnelle. Il y avait 40 000 participants, 100 chefs d'État. Il y avait 3 zones pour tout le monde. La zone officielle bleue, la zone verte pour la société civile, la zone Startup and Innovation. C'était merveilleux. Transport, accueil, organisation. J'ai trouvé que c'était impeccable. Et pourtant, Glasgow, on en a bien souffert. Bon, la Grande-Bretagne, on masr l'azma, je dis en arabe. Bon, Dunya, ou Sharm el-Sheikh, Jannat Dunya, une merveille. Qatar, mon Dieu, ce qu'on a critiqué Qatar. Qatar, ce pays musulman, il n'a pas de droits de l'homme. Dites-moi, donnez-moi un seul pays où il y a des droits de l'homme. Aucun. Donnez-moi un seul chef d'État qui n'est pas dictateur. Aucun. Donc, ça, on devrait éliminer ces préjugés contre les pays, contre les États, contre les femmes, contre les hommes. Il y a toujours des préjugés. Eh bien, Qatar a dépensé 200 milliards pour organiser la Coupe mondiale. Les gens veulent boycotter ceci et cela. Le Brésil a dit on a dépensé 3 milliards. Le Brésil. Qatar a dépensé 200 milliards. Il a refait l'aérodrome, les métros, les hôtels, les trucs, les machins. Une organisation impeccable. Donc, moi, je me dis, tout à l'heure, vous êtes présenté, je vais me présenter à ma manière, Dr Raleb. Oui. Je peux? Oui, bien sûr. Je suis africaine d'origine. Pardon? Pardon? Je vous répondrai par la suite. Vous permettez que je termine? Merci. Je suis africaine d'origine, tunisienne de cœur, tunisienne de nationalité, française de cœur, citoyenne du monde. Et je suis très fière d'être citoyenne du monde. Parce qu'on est des humains. Là où on va, on trouve les mêmes problèmes, les mêmes solutions. Les femmes souffrent de quelque chose. Une pensée affectueuse pour la femme iranienne, pour la femme afghane, pour la femme pakistanaise, pour la femme d'Ukraine, pour toutes ces femmes qui souffrent d'injustice. À Sharm el-Sheikh, on parlait de justice climatique. Mais non, tous les thèmes doivent être traités en justice. Et on a besoin de justice pour ça. Merci. Après, Sophia nous dira ce qui s'est passé au Parlement européen, mais on laisse le temps pour que les choses s'apaisent. Il y a une règle générale, c'est de ne jamais réagir tout de suite. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au Parlement européen. J'ai ma petite idée, mais on ne va pas la dire tout de suite. Donc, on continue à poursuivre le débat tranquillement, sereinement, comme c'est prévu et comme ça doit l'être. Tiens, c'est toi qui anime. Merci, Raleb. Alors, je crois que madame, vous posez une question aussi à madame. Mais juste avant de vous redonner la parole, il y avait nos internautes aussi qui interagissent. Qui voulait poser des questions. Il y a notre amie Zora qui pose la question suivante, qui est en lien avec les thématiques abordées cet après-midi. Quel progrès dans la liberté juridique des femmes en contexte islamique? Et notre ami Hakim sur internaute qui pose une question tout à fait intéressante par rapport au débat contemporain. Quelle éthique islamique à adopter face
à la progression des nouvelles thèses du post- et transhumanisme, voilà, qui est un sujet très sensible. En attendant que le micro arrive, mais le micro est déjà arrivé, donc je ne vais pas répondre aux deux questions. Je réponds à la première, on prend une question dans la salle et je répondrai à la question d'après. Quel progrès dans les libertés fondamentales, les libertés fondamentales pour les femmes dans les contextes islamiques? Il y en a quelques-unes. Et j'ai dit tout à l'heure que l'homme, c'est éternel insatisfait. L'homme, c'est l'être humain. Quand je vois, par exemple, que quatre grandes métropoles au Maghreb, je ne parle même pas d'ailleurs, on a Rabat, Casablanca, Marrakech, Alger, qui sont dirigés par des femmes. Donc les premiers magistrats des villes importantes en contexte islamique sont des femmes. Le chef du gouvernement en Tunisie est une femme. Alors, comme je ne connais pas très bien ce qui se passe au Mashraq, notamment en Irak, il y a des grandes villes qui sont dirigées par des femmes. Mais surtout, les femmes chefs d'État. La Tanzanie est dirigée par une femme musulmane. Singapour est dirigée par une femme musulmane. L'Indonésie était dirigée par une femme musulmane. Le Pakistan, puissance nucléaire, était à un moment donné dirigé par une femme qui pouvait appuyer sur le bouton nucléaire, privilège, si j'ose dire, qui n'était accordé pour son époque qu'à Margaret Thatcher. Golda Meir, on ne le sait pas, enfin, officiellement. Theresa May, maintenant de nos jours, et elle avait 45 jours pour Liz Truss, mais finalement, elle ne le fait pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font. Certains partis politiques sont dirigés par des femmes, des chefs d'entreprise aussi. En réalité, nous n'aurions pas dû parler comme ça, parce que si on parle comme ça, c'est par ricochet, on montre ce qui ne va pas à côté. Nous n'oublions pas les femmes afghanes emprisonnées dans leur burqa, imposées en réalité, et c'est une régression dans la régression. Quand nous voyons les archives cinématographiques, Kaboul des années 70 et du début des années 80, ce n'est malheureusement pas Kaboul des années 2020, 2022. Donc, ce n'est jamais acquis, il faut continuer parce que les sociétés progressent et connaissent ce que nous pourrions appeler la civilisation. Mot qu'il faudrait d'ailleurs savoir bien cerner, c'est lorsque nous aurons les hommes et les femmes, les familles, ces sociétés qui ne croulent pas sous des pesanteurs et les fléaux sociaux et qui laissent place à l'éducation, au savoir, à la connaissance et une éducation saine pour les générations à venir. N'oublions pas que les garçons ont des mères qui les éduquent, comme disait Chirine Ebadi. Combien de mères et de belles-mères ont-elles reproduit auprès de leurs filles et de leurs brus ce dont elles pâtissaient elles-mêmes? Donc ça devient une affaire d'éveil et de compréhension où sont les intérêts fondamentaux et les libertés fondamentales de ces femmes. Merci. Vous avez vu que tout à l'heure, il y a eu des propos qui ont été tenus sur la société démocratique et les questions des régimes autoritaires. Je voulais quand même rappeler que nous, à la Fondation, on fait une distinction entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques, mais de dire aussi, et la complexité de dire que le démos, la démocratie, ça se construit, et c'est une promesse toujours inachevée. Il faudrait sans doute dire ça. Et sur les droits de l'homme, ils ont aujourd'hui une injonction universaliste, et aucune ère civilisationnelle n'est exempte justement de cette problématique. Il n'y a pas la question du monde chinois pour dire qu'il est hermétique aux droits de l'homme, que le monde islamique est hermétique aux droits de l'homme. Aujourd'hui, on voit très bien les logiques d'universalisation et il me semble que c'est important de le dire et j'ai souhaité vous le dire. Oui, tu as bien fait de le dire et tu me fais rappeler, je profite, j'ai le micro juste à côté, c'est tout, mais madame, vous allez parler, qu'on a oublié d'évoquer les manuscrits de Tombouctou et la charte de Tombouctou, parce qu'on trouve quasiment au mot près la forme, je dis quasiment parce que je suis prudent,
la formulation actuelle de la Déclaration des droits de l'homme, qui en réalité remonte d'ailleurs au fameux cylindre de Cyrus. Il faut parler aussi peut-être du Code d'Hammurabi, il faut parler aussi de cette longue évolution. Donc de nos jours, il n'y a pas un groupe humain ou une civilisation qui serait par définition réfractaire, rétive au progrès et à la notion du respect de la dignité humaine. Il y a simplement des moments d'éveil et d'autres qui sont ceux de l'obscurantisme, de la dictature, et aussi de la régression. Et le monde dit arabo-musulman ou arabo-persano, irano-turco, et on peut suivre comme ça longtemps, connaît maintenant une régression terrible. Et peut-être qu'avec cet éveil et les débats que nous connaissons maintenant, là à Paris, mais nous connaîtrons aussi sur place, et je sais qu'à Alger, il y a des choses qui se font merveilleusement bien, et donc il faudrait savoir simplement les accompagner et les aider. Merci beaucoup, très heureuse d'être là. Et le propos va être très court parce que finalement, vous avez déjà mentionné le point sur lequel je voulais revenir, qui est celui de l'éducation et de la transmission aux jeunes générations. Puisque finalement, on se rend bien compte, et on parle de la Déclaration universelle des droits humains, que lorsque les décisions sont prises, on va dire, d'en haut, s'il n'y a pas une mobilisation du plus grand nombre et une mobilisation de l'ensemble de la population, finalement, les décisions passent, et vous l'avez dit, ça prend du temps avant que vraiment ça s'enracine. Et je voulais souligner deux éléments. Le premier, c'est on voit aujourd'hui quand même une transformation profonde et une mobilisation de l'humanité dans son ensemble. Ça a été mentionné, le fait qu'on arrive aujourd'hui à être sensible à ce qui se passe pour les femmes iraniennes, pour les femmes afghanes, la mobilisation qu'il y a eu pour la question du droit des travailleurs au Qatar, sans rentrer dans les politiques, mais pour dire à quel point aujourd'hui, où que l'on soit finalement dans le monde, on arrive à être mobilisé, sensibilisé et informé des violations, des abus ou des dysfonctionnements, en tout cas relatifs aux différents droits humains. Donc, pour moi, c'est déjà un signe positif qu'on va vers un changement parce que de plus en plus, on a cette prise de conscience que la famille humaine ne forme qu'une seule famille. Et maintenant, il y a aussi la question de l'éducation. Ça ne peut passer que par l'éducation, ça ne peut passer que par la transmission aux plus jeunes, et vous l'avez dit, les mères sont les éducatrices des enfants dès le plus jeune âge, et donc on ne peut pas priver les mères d'une éducation, d'une instruction, puisque c'est notamment par elles, mais pas que par elles, mais notamment par elles, que ça va passer aux hommes et aux femmes qui plus tard seront les personnes qui prendront les décisions. Et donc voilà, je voulais aussi souligner ce double processus. On voit bien en effet que peut-être au niveau institutionnel, au niveau des gouvernements, au niveau des grandes organisations, les changements prennent du temps, mais on peut quand même voir que des jalons ont été franchis. Mais il y a en tout cas cette mobilisation, j'ai envie de dire populaire, mais dans le sens de toute la planète en fait, qui aujourd'hui se mobilise sur les sujets fondamentaux. Et donc voilà, c'est ces deux éléments qui sont en parallèle et qui vont se rejoindre, on l'espère, le plus rapidement possible pour que les droits soient reconnus pour tous, indifféremment de notre origine, de notre sexe, de notre culture, de notre religion, et vraiment que la justice dont vous avez évoqué, madame, et pour laquelle finalement on œuvre tous, puisse se faire jour le plus rapidement possible. Vous n'avez pas évoqué le sort des Bahaïs, et ce qui s'y passe, encore une fois, est scandaleux. Et donc nous tenons à vous dire vous-même, et d'une manière générale, urbi et torbi, à ceux qui veulent bien l'entendre, que ce sort est inacceptable. Ça heurte la conscience humaine et il n'y a aucune raison pour continuer à les persécuter comme ça. Et c'est presque... ça se passe sans qu'on s'en émeuve, et ça, je tiens en tout cas à notre nom, à nous tous, vous dire notre solidarité et notre amitié, et nous pensons à ceux qui croupissent dans les geôles et qui sont persécutés du simple fait d'avoir une confession autre qui ne plaît pas à ces mots-là.
Merci Raleb. Raleb, avant de redonner la parole au public, peut-être qu'on puisse répondre à la question sur le transhumanisme. Alors, c'est pas parce que je ne sais pas répondre et je ne sais pas répondre à tout. Je vais être bref pour privilégier la circulation de la parole. Le temps passe. Je ne sais même pas le score. Alors, c'est 0-0. Ils sont encore 0-0. Alors, c'était quelle éthique islamique? Alors, quelle éthique islamique? Quelle éthique tout court? Après, elle peut être colorée de la confession islamique, ou quelle éthique abrahamique, parce qu'en réalité, elles se rejoignent. Il y a, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai appris que le Dalai Lama dit « Moi, je n'écarte pas l'idée que mon successeur ou un autre puisse se réincarner en ordinateur, où sa conscience peut être flashée. » Ça pose des questions. Et donc, le fameux homme augmenté, par des éléments biologiques ou biomécaniques, petit à petit, finalement, qu'est-ce qui définit l'essence d'un homme? Est-ce son enveloppe charnelle, son âme, son esprit, sa conscience? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce un humain? D'ailleurs, cette question a toujours été posée depuis Oedipe, à l'entrée de Thèbes. Qu'est-ce un humain? Et la réponse c'était la fameuse énigme, c'est celui qui marche sur 4 pattes, et puis 2, et puis 3. 3, c'est quand il y a la canne par la suite. Voilà en gros un être humain, une des définitions. Ou encore une autre qui est... c'est un arrière-petit-fils d'une limace qui s'est mis à rêver de justice en ayant inventé le calcul intégral. Voilà une définition de l'humain. Un homme, c'est un petit tas de secrets, dit un misérable petit tas de secrets, dit André Malraux. Dans le contexte islamique, un être humain est le vicaire de Dieu sur terre. Il a une enveloppe charnelle, certes argileuse, de limon fétide et crissant, c'est misérable, mais anobli par le souffle divin. Et ça, on le trouve dans le monothéisme abrahamique. Donc, cette noblesse qui émane continuellement de Dieu et qui fait de l'être humain un récipiendaire ou réceptacle de cette effusion d'amour, de bonté et de miséricorde, l'honore, l'anoblit et l'engage. Nous avons honoré les fils d'Adam et nous les avons portés sur terre et sur mer. Moi, je devrais dire les enfants d'Adam dans la traduction. Donc, et cet insigne privilège doit faire en sorte que l'homme a une responsabilité pour la création tout entière. Et donc, il faut une réflexion théologique sur le respect de l'environnement, sur l'écologie, etc. Et être extrêmement vigilant à ce que, encore une fois, la dignité humaine ne soit pas ratatinée par ces questions de transhumanisme, de post-humanisme, etc. Sinon, quel sens donne-t-on à l'aventure humaine sur Terre, à ceux qui rêvent d'abolir de la mort, d'abolir la mort? Qu'est-ce que c'est qu'une vie sur Terre indéfinie? Quel sens donne-t-on à la procréation à ce moment-là? Quel sens donne-t-on même à la notion du bonheur? Eh bien, ce sont des considérations philosophiques, théologiques, métaphysiques qui doivent être débattues, peut-être pas comme cet après-midi, mais entre ceux qui savent et ceux qui savent mieux que moi. Merci. Alors Louis, je vois qu'il y a beaucoup de... Ah ben... Bonjour, mon nom c'est Marie-Hélène Cagnol, je dirige un petit think tank, le laboratoire européen d'anticipation politique. Dans ma jeunesse, j'ai étudié l'arabe et l'islamologie, donc voilà, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait la connaissance, je peux dire, j'ai pas la connaissance de la donc, mais moi, alors déjà j'avais une première question, parce que du coup
suis quand même beaucoup dans l'Europe depuis de nombreuses années, je connais moins, donc je suis très intéressée par ce que j'ai appris aujourd'hui sur le fait qu'en 90, il y a eu une déclaration islamique des droits de l'homme. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les différences fondamentales entre la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration islamique des droits de l'homme? Ça, c'était une question que j'avais. Ensuite, j'avais une remarque qui va être compliquée. J'espère que je ne vais pas faire réagir trop mal. Le fond est positif, mais ça pourrait heurter certaines personnes. En fait, moi, mon travail a beaucoup consisté, j'ai beaucoup travaillé sur la question de démocratie. En fait, le laboratoire que je dirige, on a beaucoup travaillé sur la question de la démocratisation européenne. Et en fait, dans cette réflexion que je mène depuis 30 ans sur la démocratie, je me suis parfois heurtée à quelque chose qui me gêne énormément, qui est que dans certains cas, de plus en plus j'ai l'impression, il semble y avoir une certaine, en tout cas en Occident, polarisation entre le concept de démocratie et le concept de droit de l'homme. Alors, en fait, donc cette conférence m'intéresse beaucoup, je ne suis pas spécialiste des droits de l'homme, mais en fait je m'aperçois, j'avais déjà eu cette intuition, et là je réfléchis au fait que j'ai l'impression qu'il y a une dérive dans les droits de l'homme qui est qu'on a évolué vers le droit des minorités. Et qu'en fait, bien évidemment, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Donc en fait, il se met à y avoir parfois une sorte d'incompatibilité entre ces deux concepts, et qui bien évidemment est résolu, solvable, je sais pas comment quel mot on utilise, dans le fait qu'il faut revenir bien sûr à l'humanisme. Et c'est vrai que c'était intéressant d'avoir ce point précédent sur le transhumanisme, le post-humanisme, le droit des minorités. En fait, on est en train de diviser ou de sublimer en quelque chose d'autre et de terrifiant d'ailleurs, tout simplement l'humain. Et en fait, dans ces débats que nous avons sur les femmes, les enfants, qu'il y ait les droits des femmes, les droits des enfants, il n'y a pas de droit différent des femmes. Il n'y a pas de droit différent des enfants. Il y a le fait de droit des enfants et des femmes à accéder à ce titre d'humain. C'est en fait ça le vrai combat. Mais ensuite, les droits eux-mêmes peuvent rester universels, doivent rester universels pour réellement exister, pour pouvoir continuer à illuminer notre planète. Voilà, donc c'était ça une remarque que je voulais faire. Je voulais finir aussi en disant que je suis très contente de revenir à mes premières amours, que sont donc le monde arabe, l'islam, etc. Dans ce cadre, je suis très optimiste sur cette civilisation actuellement, et je trouve que c'est un indicateur de plus pour moi que de discuter des droits de l'homme et de la démocratie avec vous aujourd'hui sur la base du thème de l'islam. Merci beaucoup. Oui, peut-être deux choses avant que Manuel prenne la parole. Marie-Hélène, par humilité et élévatrice et qualité, dirige un grand think tank qui n'est pas petit, qui est important. Et en plus, elle connaît très bien, et ça je le dis pour Nino, l'école Shaykhi, qui de nos jours, ici, parmi nous ou ailleurs, a cette fine connaissance d'islamologie. Catherine Nabil, qui connaît l'école Shaykhi, cette grande école du 19e siècle en contexte chiite, pour ce qui concerne le savoir. Et troisième point, il nous faut des questions, parce que si tout est fluide, on ne cherche pas la bagarre nécessairement, mais là, c'est dans la confrontation des idées que les choses jaillissent, bien sûr, le droit des minorités. Qu'est-ce le droit des minorités? Moi, je parle de l'idée qu'on ne reconnaît le degré d'avancée éthique d'une société qu'à l'aune de l'épanouissement des minorités au sein de ces sociétés. Mais dans une société démocratique et laïque, il n'y a pas de minorité. La minorité est au Parlement et elle s'appelle opposition, puisque ce sont d'abord les citoyens en égale dignité, égaux en droit et doivent s'acquitter des mêmes devoirs. Ce sont dans d'autres contextes qu'on puisse parler aussi de minorité. Donc c'est aussi un débat. La réponse, puisque nous avons été interpellés directement sur la différence entre la charte islamique des droits de l'homme, aussi étonnant que ça puisse l'être, il y a des passages et des clauses qui sont formidables par rapport à qui rejoignent et qui sont tout à fait du même ordre que ils ont marqué. Ben c'est bien. Bon, ben c'est bien. Félicitations.
Voilà, on a le Maroc qui est en demi-finale, alors c'est bien. C'est pas finir alors. Et alors, le fil des idées, c'est que l'affaire des minorités, si ça doit donner lieu à des minorités séquencées ou qui fragmentent la société, je ne suis pas sûr que ça soit bien. En revanche, dans certaines sociétés où il y a des minorités qui croupissent, ça, ce n'est pas acceptable. Et donc, j'étais en train de dire, voilà, je reviens à la charte des droits, à la charte islamique des droits de l'homme. Certains articles, certains passages sont très bien et qui rejoignent celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En revanche, il y a certaines clauses bizarres qui sont dans le cadre, dans ce que peut permettre la loi, enfin la loi de Dieu, conformément. Nous nous remettons tous à Dieu. Les croyants, certes, mais un autre qui ne reconnaît pas cela. Les hommes ne sont pas comptables de son salut. Ils peuvent témoigner par leur façon d'être, par leur qualité, par leur éthique, par leur conduite auprès d'autres. Ce n'est même pas du prosélytisme agressif, c'est simplement de l'ordre du témoignage, mais ils n'ont pas à vouloir faire son bonheur malgré lui, parce que les dérives commencent ainsi. Donc voilà ce qui... de toute façon, la charte islamique des droits de l'homme est sur Internet, on peut aller l'étudier ou la décortiquer ou la déconstruire. Bonjour, merci beaucoup, c'est toujours extrêmement inspirant. En deux mots, je m'appelle Maguela, je suis humanitaire et comédienne et j'ai vécu venant de Bretagne dans divers pays, souvent du monde arabe. Ma question c'était, au-delà de dire, mais si, en monde arabe, on ne maltraite pas forcément les gens, ils ne sont pas tous méchants, ils ne sont pas tous en retard, par des mots. Ce que je trouverais intéressant, ce serait de dire comment toute la philosophie, la culture, la religion peuvent apporter des choses en fait dans l'interprétation des droits de l'homme. Je m'explique, c'est pas toujours simple, on a parfois des arbitrages à faire entre liberté et égalité, entre liberté et sécurité. C'est parfois difficile de suivre complètement les dieux et de faire des choix. Et je me suis aperçue, en vivant dans des sociétés différentes de la mienne, que l'arbitrage n'est pas toujours le même et m'a énormément apporté. C'était passionnant de voir en Irak combien on ne mettait pas les vieux dans des maisons de retraite, on s'en occupait, et la relation qu'il y avait au sein des générations en fait, était fascinante, ça m'a beaucoup appris. En vivant en Israël, Shabbat, le fait que toute la société s'arrête, mais pour la protection de la famille, pour la vie spirituelle, en fait, c'était merveilleux. Et ce qui m'intéresserait, ça m'intéresserait d'entendre Régia là-dessus, au-delà de dire, je caricature, mais on peut être musulman et respecter les droits de l'homme, de la femme, d'autres religions. Qu'est-ce que toute la philosophie, la théologie de cette religion peut apporter dans l'interprétation des droits de l'homme? Ça me passe très longtemps. Merci beaucoup. Si. C'est une vraie question. La réponse là tout de suite. Je reviens à ma prémisse axiologique. Tout ce qui va dans le sens de la préservation de cette dignité de l'être humain, de son intégrité physique et morale, de ne pas privilégier une caste par rapport à une autre, de ne pas oxyre, tuer, faire souffrir, torturer autrui ou l'exploiter pour des biens immédiats, terrestres, ou pour assouvir tel ou tel désir, la solidarité, le partage, tout cela doit concourir à une vision humaniste de la société. Que cet humanisme soit anthropocentré, centré sur l'homme, ou qu'il soit théocentré, l'important c'est le résultat. Alors théocentré, centré sur Dieu. J'aime Dieu, je l'adore, et comme l'être humain est aussi sa créature, eh bien je montre mon adoration à Dieu par le respect que je dois à l'être humain. C'est ce qu'on appelle l'humanisme théocentré. Et l'humanisme anthropocentré, je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, comme disait Terence, l'esclave affranchi, l'esclave carthaginois, où l'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont du fait qu'elles sont et de celles qui ne sont pas du fait qu'elles ne sont pas, selon ce qu'avait dit Protagoras. Abou Hayyan Tawhidi, mort en 1023,
disait, et plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme, car l'homme est une problématique pour l'homme. لَقَدْ أُشْكِلَ الْإِنسَانُ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ. Donc ça devient une préoccupation de la personne humaine, le souci de la personne humaine, la préoccupation de l'homme, tenir compte, c'est une affaire de sollicitude, de prise en compte de l'intérêt d'autrui comme c'est mon propre intérêt à moi. À mon avis, une théologie assainie, revisitée, refondée sur des bases de cet ordre permettra au contexte AUX, aux contextes islamiques, de sortir de l'ornière dans laquelle on est parce que la religion est prégnante. Et une religion, encore une fois, comprise dans l'intérêt d'un bonheur dès ici-bas, pas de sacrifier pour un au-delà annoncé comme meilleur et durable, permet aussi de vivre en harmonie dès ce monde-ci. Et là, ça devient une affaire d'imams, de recteurs de mosquées, de dignitaires, de religieux et de penseurs. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est que, on prenne 2-3 questions, parce qu'on approche de la fin, et que comme ça, Raled puisse aussi répondre sur l'ensemble des questions, et pas juste une seule question. Et là, est-ce qu'on peut... Ah, vous avez déjà la parole. Vous avez déjà le micro, pardon. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Fatima. Je suis soignante. Je voulais juste vous dire par rapport à la fin, parce que vous parlez d'éducation, excusez-moi, j'ai fait une partie parce que je suis un peu plus tard. C'est assez difficile sur Paris de trouver une place. Donc voilà. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous parlez sur la femme, sur l'éducation de la femme, et ce qui se passe en Iran aussi. Hein. C'est ça, un peu partout. Je pense. Entre autres. Oui, mais aussi, il faut parler aussi de la femme qui porte le vol en France. Hein. Il ne faut pas aller voir ailleurs, en Iran. C'est vrai qu'on fait tout un tas. Oui. Donc, je voulais juste dire que il faut aussi accepter la femme voilée en France. Il faut accepter, parce que nous, on est nés en France, on a grandi en France quand même. Donc voilà, il y a un petit souci, excusez-moi, c'est pas que je parle de l'Iran, moi je ne connais pas trop l'Iran, je ne connais pas l'Afghanistan, donc je suis née ici, j'ai grandi en France. Donc la femme en islam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi l'islam, c'est la révélation par Dieu, donc la femme en thé islamique, avant l'islam, les femmes, elles étaient enterrées, toutes bébés. Donc les gens, ils étaient dans une religion, on va dire, païenne, donc il n'y avait aucune religion. Donc l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté le droit à la femme. Donc les femmes sont émancipées, ont le droit de travailler, ont le droit d'être éduquées. Donc voilà. Et donc j'ai une expérience, moi, parce que moi, je travaillais dans d'autres régions, dans un autre pays aussi. Donc j'ai appris beaucoup de choses et j'ai été plus, j'ai trouvé plus ma liberté dans un autre pays en travaillant. On m'a acceptée avec mon voile, bien que je mettais uniquement le bandeau, donc j'étais quand même couverte. Et donc voilà. Et on m'a acceptée par rapport ici dans mon pays en France. J'ai eu cette facilité d'échanger avec les gens, de discuter, de parler. Donc voilà. Et donc je voulais juste parler sur le sujet de la femme en islam. C'est qu'on a, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes tous musulmans ici, donc on a un livre qui rapporte les messages du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur par exemple, sur les pratiques de la prière, comme il faut faire la prière, voilà, sur le ramadan, sur le jeûne, tout ça. Et ça a été rapporté par un homme qu'on appelle Al-Bukhari. Al-Bukhari, c'est un homme ce n'était pas un maghrébin, si je ne me trompe pas. Il était ouzbek. Il est de Bukhara. Donc, Azerbaïdjan, quelque chose comme ça, je pense. Voilà,
Donc, Et alors? c'est pas vraiment une question, hein, c'est juste pour dire en fait que la femme, voilà, que cet homme-là, il a rapporté des messages de notre commentaire, voilà, comment on pratique la religion, comment on prier. C'est important, je m'excuse, hein, si vous voulez bien être intéressé par ça, mais c'est très important. C'est juste pour dire, pour expliquer que cet homme-là faisait plus confiance aux femmes qui ont rapporté beaucoup de messages. Rapporté beaucoup de messages venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, il avait dit qu'il avait plus confiance aux femmes qu'aux hommes. Nadia et puis... Oui. Alors... Alors, bonjour, je m'appelle Rachid Vegas. Vegas, c'est pour atteindre un américain, et Rachid, c'est pour revenir à la réalité. Alors, je voulais vous dire, je suis éducateur dans le 78, je m'occupe d'enfants difficultés. Je voulais rebondir sur ce que disait Mme Rachida, que les femmes étaient plus intelligentes. Et... j'ai un argument. Alors, si vous le plaît, juste on s'écoute, Rachid. J'ai un argument, parce que en fait, ma mère était femme de ménage, elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Par contre, elle savait très bien lire cette fiche de paie. C'est un argument médical. Qu'est-ce qu'a fait ma mère, mais une phase scolaire. Le micro, juste. Alors, on arrive vers la fin. Je suis le docteur David Skatalaï. Je suis président d'une fondation qui s'appelle l'Eleka Ministries Foundation, qui s'occupe de veuves, des orphelins et des femmes victimes de viols et de violences à l'est de la République démocratique du Congo, où on exploite les compteurs qui nous permettent d'avoir nos téléphones portables, nos ordinateurs et les véhicules électriques. Et nous déplorons aujourd'hui qu'ils sont en train de mettre dans cette zone le viol est devenu une arme de guerre et on viole même des bébés. Alors, aujourd'hui, je suis heureux d'être ici pour passer ce message et poser une question. Dans le cas de la religion, je crois que nous avons besoin que l'islam aussi puisse être pérennisé et qu'il soit implanté partout. Et je voudrais aujourd'hui parler par rapport à la problématique qui se passe en RDC, surtout où les femmes sont devenues victimes de viol. Et je dis qu'il y a un passage dans les Écritures où on dit quand une personne voulait prêcher à une personne et que cette personne a faim, donnez-lui d'abord à manger et puis vous pourriez maintenant lui donner le message. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions véhiculer ces messages par rapport à la RDC où nous sommes en train de vivre ces violences à l'Est pour que et la communauté internationale, je vois que dans les réseaux sociaux, il y a des messages qui passent où on dit la communauté internationale ne dit pas mot par rapport à ce qui se passe à l'Est. Je crois qu'aujourd'hui, si l'islam peut aussi s'investir pour dénoncer un peu tout ce qui se passe à l'est de la RDC, peut-être que le message de l'islam pourrait passer et peut-être aussi que les populations pourraient être plus ouvertes à cette religion pour dire qu'ils sont proches de nous et qu'ils veulent chercher la paix dans ces coins de la République. Non pas parce que tous les islamistes ils utilisent quand même les téléphones et nous disons que les téléphones c'est les numériques du sang. Donc nous voulons quand même que cela puisse nous interpeller à nous investir aussi pour la recherche de la paix, pour que les femmes puissent être en sécurité en RDC. J'ai dit. Oui, merci. Après Nadia. La femme en psychologie et sociale, donc j'ai entendu le mot sein, elle est la première à donner le sein. Donc l'enfant ne se construit qu'à partir du sein et du lait maternel. C'est la vie sociale qui est très important. Par ailleurs, je voulais simplement revenir aux droits de l'homme et en tant que sociologue de formation, je m'inquiète beaucoup de l'utilisation des mots MOTS sur les mots MAUX. Et je suis très étonnée de voir avec quel prisme, moi qui ai grandi en France, avec quel prisme les mots sont utilisés, avec quelles restrictions les mots sont utilisés.
je veux dire, à l'emporte-pièce, à celui qui veut écouter, c'est-à-dire à l'esprit très restrictif. On utilise les mots comme on mange un gâteau en une seconde, teinté de tellement de violence, et qui remet en question aussi les droits de l'homme en France. Je témoigne en tant que fille d'émigrés et fils d'émigrés de seconde génération. Je me demande où sont les droits de l'homme en France. Au-delà, bien sûr, dans la fameuse dictée, je dis bien, dictée que j'ai lue ce matin, la dictée qui est une déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est bien l'axe, la plateforme, tout ce qu'on veut pour nous guider tous autant que nous sommes dans l'humanité, dans l'humanisme. Et là, je m'étonne très fortement de l'accroissement de cette violence à travers les mots. Droits de l'homme, et je revenais sur pour moi, deux piliers fondamentaux qui sont la responsabilité dont, monsieur, vous avez fait référence. Pour moi, c'est le R avec le grand R de responsabilité et le grand R de respect. Et je pense que si je respecte l'autre et que l'autre me respecte, on échange dans cette relation de lien, alors les choses iront mieux dans la vérité. Or, aujourd'hui, on vit en France, le Covid a enlevé un voile sur cette violence inouïe qui m'a fait penser à ce que les Juifs ont vécu dans l'enceinte de l'Espagne. Et je m'inquiète beaucoup, en tant que musulmane, je dis bien en tant que musulmane seconde génération, je m'inquiète beaucoup de l'utilisation des mots et qui m'affecte terriblement dans mon cheminement dans la vie. Quand je dis je, c'est moi et les autres, c'est l'autre. Alors, la France est bonne donneuse de leçons. Droits de l'homme et du citoyen, elle doit plaquer ça, mais j'ai juste envie de dire. Et je suis seule à lever la main, donc je suis responsable de mes dire, devant les caméras et devant les gens qui prennent le son, que chacun est responsable aussi de ce qu'il entend, de ce qu'il dit et de ce qu'il prononce. Et aujourd'hui, le maghrébin, le simple petit milieu algérien est devenu l'excrément dont on ne veut pas utiliser, dont on ne veut pas, sans vouloir être violente, comme si on n'arrivait pas à gérer cette problématique, donc on l'a mis à l'extérieur de cette fameuse dictée qui est le droit d'homme et du citoyen. Aujourd'hui, moi j'ai juste envie de poser la question, donc ma question elle est simple, c'est comment doit-on faire, au-delà de ces mots qui sont utilisés, les mots c'est aussi le guidon sur lequel on s'appuie pour avancer. Comment peut-on faire aujourd'hui? C'est très bien le débat. Les débats, j'en fais aussi, monsieur, vous le savez. Les débats, des conférences, on en fait aussi. Je me demande maintenant, j'arrive à une situation en France en 2022, bientôt 2023, comment on peut sortir de cette impasse dont certains s'ergotent à utiliser et réutiliser, surtout en un temps qui est étrange pour nous, ce qui s'appelle les nouvelles technologies. Au-delà de ça, comment il faut rester face à ces bidons qui nous mènent droit dans l'humanisme? Tiens. Oui. Juste devant. Maguelone, devant. Voilà. Et après. Voilà. Après, un bel, et puis ça y est. Et après, monsieur. Bonsoir à tous, je suis Nazarine, journaliste pour Femmes TV. D'abord, je voudrais dire bravo à la Fondation, à la FIF pour cette belle initiative. On a entendu des voix s'élever aujourd'hui, c'est dire que vous avez, cher Bradel, du pain sur la planche, à condition que vous ayez les moyens pour pouvoir poursuivre aussi votre combat. Alors, mon intervention, c'est pas une question, c'est beaucoup plus un coup de gueule, voilà. On a entendu depuis tout à l'heure justement la question iranienne prendre un triple, bien entendu, cette révolution qui est en marche, mais autrefois les femmes étaient enterrées vivantes, aujourd'hui elles sont tuées parce qu'il y a des mèches qui dépassent légèrement le foulard. Donc plus de 500 morts, 16 000 arrestations et les exécutions ont commencé depuis déjà 2 jours. Vous suivez l'actualité, exécution. Voilà, il y en a même plus que ça. Absolument, absolument. C'est dire que la situation est gravissime, mais comment on perçoit ce problème quand on est de l'autre côté? C'est-à-dire, quand on est en France, quand on est en Europe, on voit des condamnations, on voit des politiques, des femmes couper leurs mèches par soutien, par solidarité, mais on ne voit pas justement
des condamnations fortes. C'est-à-dire, quand on voit les pays occidentaux, aucun pays n'a rappelé son ambassadeur. Ça, c'est le minimum. Aucun pays. Ça, c'est parmi les 3 axes qu'il fallait engager dès le départ. Est-ce qu'on a peur de l'Iran? L'Iran qui a, depuis 1979, donc l'instauration du nouveau pays de la République démocratique, on ne devrait pas dire d'ailleurs, depuis 1979, qu'est-ce qu'on voit? Une tyrannie menée par une police des mœurs, par ces fameux mollahs, et à côté on a un silence. Parce que les condamnations dans les communiqués laconiques ne suffisent pas. Quand on voit qu'à côté, bien entendu, on a vu comment on a dégainé des sanctions contre Poutine et la Russie. Pourquoi ne pas faire autant pour l'Iran? Alors, ce qui n'a pas été utilisé comme terme aujourd'hui, je n'ai pas entendu, idéologie. L'islam n'est plus une religion. L'islam est une idéologie qui s'est érigée en idéologie, aussi bien en Téhéran que dans d'autres pays, pour ne pas les citer. Alors, quid des réformateurs? Quid des instances théocratiques, à l'image de Azhar? Où sont les grands penseurs, les grands théologiens, les grands dignitaires qui, à coup de communiqué, peuvent arrêter justement ces choses-là inadmissibles? Vous avez dit inacceptable, moi je dis inadmissible en 2022 qu'on tue et qu'on arrête les personnes parce qu'elles n'ont pas accepté la modification de porter le foulard. Alors voilà, c'était juste un coup de gueule, j'espère qu'il sera entendu. Et dernière question, là, quand même une petite question. Je me suis toujours posé cette question dès la création de la Fondation. Que peut faire la FIF par rapport à ces problématiques, justement, des droits de l'homme, des droits des femmes, quand on sait que c'est la charia, on connaît la fameuse charte, qui n'a jamais été appliquée, c'est la charia qui considère la femme comme la moitié de l'homme qui est dominante aujourd'hui. Alors, peut-être, Raleb, le dernier propos. Oui. La dernière intervention. Oui, bonjour. Avec Johnny, je suis retraité. Je voulais simplement rappeler que notre drame se joue dans les médias. Et ce sont les médias qui sont en grande partie responsables de nos malheurs. Et nous partageons aussi notre malheur parce que nous sommes une communauté, pardonnez-moi de le dire ouvertement, une communauté d'incultes. Et si certains connaissent le Coran par cœur, ils n'ont pas le Coran dans leur cœur. Madame Chérili a la bon dos, mais il y avait aussi de l'intelligence de la culture antérieure à l'islam. On a souvent parlé, on dit Chérili à la période, je rappelle que les hindous qui sont plus anciens que nous, enterraient les femmes avec les hommes. Voilà, rendant à César ce qu'on doit à César. Les médias, c'est notre malheur. Et si vous leur enlevez le voile et l'islam, il ne leur resterait que la météo. Et encore, par les temps qui courent, il nous parlerait d'un ciel voilé. Je n'ai rien inventé. Je dirais Dieu merci. Aujourd'hui, il y a la Fondation. Dieu merci, il y a des femmes et des hommes comme Nabil qui rehaussent le niveau. Et je vous dis, nous sommes, pardonnez-moi, je me mets dedans, Hacham, comme on dit en arabe, nous sommes malheureusement une communauté d'incultes. On parle de tout sans savoir. Alors, il faut laisser à des gens comme vous, à des gens, voilà, qui ont la capacité, la compétence et le savoir de parler d'islam. Il ne suffit pas de porter un foulard, d'avoir une barbe pour parler de l'islam en connaissance de cause, et c'est nous qui lui portons plus préjudice qu'autre chose. Et je vous remercie. Mes chers amis, merci.
Merci d'avoir été présent. Je pense que vous êtes d'accord, on pourrait rester des heures et à vous écouter, parce que franchement, le débat est important et riche. Moi aussi, j'aurais aimé réagir, mais je laisserai quand même soin, et par modestie à Raleb, le soin de conclure cette manifestation et remercier Saïda de sa présence cet après-midi. Raleb, je te laisse le soin de répondre à tous les propos qui ont été tenus là, il y a 10-15 minutes. C'est pour ne pas faire souffrir la modestie de Chihab que j'accepte donc de faire. Ce ne sont pas des réponses, mais une sorte de conclusion globale, puisque nous arrivons au terme de notre rencontre. Et quand je vois le brouhaha qu'il y a là, ça veut dire que finalement on a fini. Alors, nous avons privilégié l'écoute pendant 2 heures. Il est temps aussi de la poursuivre quelques minutes. Je donnerai à Saïda aussi de dire un mot de conclusion. Alors, j'ai entendu qu'est-ce qu'il faut faire, etc. En tout cas, à notre niveau et selon nos moyens et nos capacités, etc., nous ne pouvons faire qu'organiser un débat. Le jour de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on parle des droits de l'homme, de la personne humaine, bien sûr. Et on parle sans tabou. Et c'est lorsqu'on essaie de mettre de l'ordre dans la maison qu'on est fondé finalement de dire à ceux qui nous brocardent, ceux qui nous insultent, ceux qui utilisent des mots pour encore aggraver les mots, comme ça nous pourrons leur répondre. Et il n'y a pas de nous et de eux et qui ne sont pas chez eux, chez nous. Il y a simplement, en tout cas en ce qui nous concerne, la citoyenneté française, des citoyens, peut-être ceux qui sont aussi résidents d'une manière régulière, et ceux-là doivent obéir à la loi commune et respecter effectivement les droits de la personne humaine. Ce qui a été soulevé nécessite encore d'autres débats et d'autres rencontres. Je suis sincèrement navré que si nous ne pouvons pas faire autre chose que de laisser la parole circuler. Au moins vous avez pu vous exprimer devant les micros et les caméras et ceux qui captent le son. Au moins, Abel a dit ce qu'il a voulu dire. Au moins, Madame a dit ce qu'elle a envie de dire et que personne ne l'a, je parle de Fatima, ne l'a interrompu. Et on l'a écouté. Si nous avions un peu plus de temps, j'aurais dit que Bukhari est mort en 870. S'il faisait confiance à des femmes, eh bien certains de nos jours disent « Ah non, mais sa parole est de moitié. Donc il faut 2 femmes pour un homme, même si on réunit 2 savantissimes et même en droit devant le petit simplet du village. » Tout cela n'a pas de sens. Donc il faut voir quelles sont les régressions. Et là, il n'y a pas mieux que la parabole évangélique de la poutre et de la paille. Il faut voir d'abord ce qui ne va pas chez soi pour mettre de l'ordre et après on est fondé de parler tranquillement ailleurs. La question des médias, ça m'a valu beaucoup d'inimitiés, mais tant pis, puisque les inimitiés sont là. Au lieu de construire une énième mosquée, je peux comprendre que le besoin se fait sentir, mais au lieu d'en construire une énième, parfois pour y raconter des mensonges au regard de la connaissance théologique dans l'histoire, eh bien, il faut avoir un groupe comme celui de Bayard Presse. Il faut avoir des chaînes de télévision ou des chaînes sur Internet, des web TV, ou répondre à ces chaînes de formatage de l'opinion, qui ne sont pas des chaînes de formation et qui parleront du voile et de je ne sais trop quoi, et s'ils n'en trouvent pas, le ciel sera voilé, comme le dit si bien Abel. Donc, encore une fois, vu nos moyens, je ne suis pas en train de pleurnicher sur notre indigence matérielle, mais cette salle nous a coûté de l'argent pour pouvoir vous réunir. Bon. Donc, voilà où vont la militance. La militance, elle est aussi financière et matérielle. Si on veut préserver les droits des uns et des autres, il y a aussi à militer, j'allais dire, matériellement et aussi par son temps. Je sais que ça nous a coûté du temps de venir aujourd'hui avec le froid, nous n'avons pas vu un match, nous n'avons pas vu le but, etc. Eh bien, tout ça a un coût, mais les priorités sont là et on hiérarchise ces priorités
Parfois, nous n'arrivons pas à avoir des salles ou parce que vous n'arrivez pas à être là, on le fait d'une manière digitale. Et la dernière université populaire digitale, cette fois-ci, de l'année civile 2022, aura lieu ce lundi, après-demain, 12 à 19h, 12 décembre, et elle parlera d'assimilation. On interrogera le concept même d'assimilation et celui de la citoyenneté. Voilà ce pourquoi on est là et ce à quoi nous œuvrons, et nous avons besoin vraiment d'aide. Aidez-nous, aidons-nous pour un avenir meilleur pour tous. Il n'y a pas que le mariage pour tous, il y a aussi la prospérité, la solidarité, la fraternité pour tous et la dignité pour tous. Allez, essayer d'un mot de fin. Merci. Je voulais juste dire que notre organisation, Femmes et Hommes, soulève le globe vers la paix et la prospérité. Moi, je pense que quand on s'est rencontrés, Dr Ral et moi-même, il y a quelques mois, on a décidé de célébrer cette journée ensemble, avec une intervention sur l'islam, parce qu'il y a tellement de choses interdites qui se disent et qui passent à côté. Donc je suis très contente. On est né à l'occasion des droits de l'homme il y a 10 ans. Chaque année, on organise une activité sur les droits de la personne humaine, sur les droits humains. Et j'espère, Dr Ral, que l'an prochain, on le fera ensemble aussi. Donc l'éducation, tous ces thèmes qui concernent la personne humaine, nous sommes ensemble pour avancer, essayer de réduire les différences, encourager la justice, la paix et surtout l'amour. Je vous aime. Il y a une certaine Siham qui nous a posé des questions par Internet. Je suis sincèrement navré, cher Siham. On répondra une prochaine fois. On n'a plus le temps de répondre. C'est pas pour frustrer les uns et les autres, mais il faut tenir aussi le temps dans la salle. Merci. Et nous t'aimons aussi beaucoup. Merci à vous.